Bien, c'est la dernière séance aujourd'hui et je vais vous parler de ce qu'on appelle l'effet de cave, c'est-à-dire un phénomène en thermique qui consiste à trouver une température à une profondeur bien déterminée qui soit pratiquement constante et en tout cas fraîche l'été et chaude l'hiver. Donc je vais modéliser la température dans le sol en prenant une variable x qui désigne la profondeur. Donc elle va être positive. Et puis t va désigner le temps. Alors ici, ah oui, il faut aussi que je rappelle que certaines choses que je n'ai pas données hier. Lorsque j'ai résolu l'équation de la chaleur hier, début d'été égale mu d2u sur dx2 par série de Fourier, j'avais un développement, je l'écris en notation complexe parce que c'est plus simple à écrire. Eh bien ici, il fallait tenir compte de la condition initiale. Il fallait vérifier à l'instant t égale 0 que j'avais bien une température donnée. Ceci, eh bien, ça va nous donner les conditions pour trouver les coefficients C indice K. Comment procéder? Eh bien, je remplace t par 0 dans la formule au-dessus. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens u de x0, c'est la somme des ck exponentielles de zik pi x sur L. Les termes en t, ils valent tous 1. Et je sais que ça vaut f de x. Alors maintenant, les ck, ce sont justement les coefficients de Fourier de la fonction f. Les coefficients de f dans la base des exponentielles de zik pi x sur L. Et ça, on sait comment les trouver. On a vu une formule hier. C'est simplement des produits scalaires de f contre la fonction exponentielle de zik pi x sur L qu'il faut conjuguer, je vous rappelle, en mode complexe. Et on divise par la longueur de la période. Voilà. Donc on a une formule pour les ck. Maintenant, en fonction de la donnée initiale, j'ai les ck que je connais. Alors en général, on les note plutôt f chapeau de k, vous voyez. C'est une notation traditionnelle, bon, c'est-à-dire les quotients de Fourier de k, de la fonction. Bon, mais c'est la même chose. C'est ce que je viens de définir. Et puis on a donc l'expression dans la base des fonctions exponentielles de zi pi kx, ici, et on a également le terme de dépendance en temps, qui est un terme d'amortissement ici, un amortissement exponentiel. Donc cette expression permet assez vite de comprendre ce qui va se passer quand t tend vers l'infini. Vous voyez, quand t tend vers l'infini ici, ce terme en exponentiel, il va tendre vers 0. Donc ce qui va se passer, c'est que tous les termes de la série vont disparaître, et d'autant plus vite que la fréquence k est élevée, et d'autant plus vite que le coefficient de diffusion est élevé. Il va rester un seul coefficient, c'est le terme k égale 0, puisque là, il n'y a pas d'exponentiel. Et donc, quand t tend vers l'infini, en fait, le seul coefficient qui va rester, c'est le coefficient k égale 0. f chapeau de 0, c'est-à dire C0, qui vaut 1 sur L fois l'intégrale de 0L de f de x dx, c'est-à-dire la température moyenne. Donc je suis en train de dire que si je chauffe un barreau périodique, et puis je laisse sa température évoluer, bien elle va tendre vers une température d'équilibre, qui sera la température moyenne. Alors évidemment, ça suppose qu'il n'y a pas de perte de chaleur aux extrémités. Et ici, en fait, les extrémités se recollent, donc il n'y a pas de perte de chaleur. C'est comme si vous aviez un barreau qui était circulaire. Il est périodique, c'est-à-dire que la température à droite, c'est celle à gauche, donc il n'y a pas de perte de chaleur. Donc on pourrait voir ça aussi comme si vous prenez, ce serait le même phénomène si vous vous intéressez à la température dans un milieu infini, et comme l'univers. Au début, il y a des températures qui ne sont pas homogènes, des points chauds, des points froids, et si vous laissez tendre le temps vers l'infini, vous obtenez une température équilibrée. Alors ce phénomène s'appelle la mort thermique de l'univers. Alors évidemment, ce n'est pas un phénomène très reluisant, et c'est juste un point de vue thermique sur l'univers. Il y a bien sûr d'autres phénomènes qui se produisent. Enfin, si avec la thermodynamique, à un moment donné, la température finit par s'équilibrer. C'est ce que nous dit cette équation. Bon, et l'amortissement est d'autant plus rapide
si vous voulez, que le nombre d'ondes sont élevés. Donc les petites oscillations vont très vite disparaître. Donc très rapidement, vous aurez une température qui va être lisse et qui va tendre vers une constante. C'est ce que nous dit cette équation. Bon, maintenant je vais revenir au problème d'aujourd'hui. Ici, le problème, c'est un phénomène périodique, mais pas par rapport à x, mais par rapport au temps. Puisqu'on a une périodicité d'1 an au niveau des saisons. Chaque année, les saisons se répètent, le cycle des saisons se répète. Donc on va supposer que la température est périodique de période 1. Donc la fonction u de x, considérée comme fonction de t, u de x point, que je note comme ça, c'est une fonction périodique du temps de période 1. Et d'après ce que j'ai rappelé hier, je peux donc la développer en série de Fourier. Mais j'aurai un développement en série de Fourier qui va dépendre de la profondeur. Puisqu'à chaque profondeur donnée, à chaque x donné, j'ai une nouvelle fonction du temps. Je n'ai pas la même température à la surface que j'ai la température à 10 mètres ou à 100 mètres ou à 200 mètres. Donc pour chaque x, j'aurai des nouveaux coefficients de Fourier. Ils dépendent donc de x. Et voilà mon expression. Somme sur k dans z et ck de x exponentielle i de k pi t. L'exercice demande de la calculer, donc il faut calculer les coefficients de Fourier. Pour ça, je vais me ramener à l'équation de la chaleur. Donc je dérive par rapport au temps, cette expression. Alors je vais dériver sous le signe somme sans remords. Normalement, il faudrait démontrer tout ça, mais je pense que c'est pas possible cette année. Et puis bon, de toute façon, je ne faisais pas tellement. C'était plutôt pour un cours de mathématiques qu'il faudrait développer ça. Pour un cours de mécanique ou d'ingénieur, je ne vais pas vous embêter avec des détails techniques. Donc on va dériver sous le signe somme gentiment, comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on obtient tout simplement, quand je dérive par rapport au temps, ici, je dérive par rapport au temps l'exponentielle. Donc j'ai un nombre complexe qui sort. J'ai i de k pi fois exponentielle 2i k pi t. De la même façon, quand je dérive par rapport à l'espace, je vais dériver terme à terme, là encore, je répète, je devrais le démontrer. Je le fais, mais je ne vais pas le faire cette année. Voilà. Bon, et je ne pense pas que vous souffrirez tellement, parce que finalement, c'est assez soigneux, c'est assez méticuleux, mais bon. Ici, ça se passe bien. Donc, je dérive par rapport à x deux fois de suite. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand je dérive en x, l'exponentielle n'en bouge pas, et je vois apparaître la dérivée seconde des ck. Donc maintenant, l'équation de la chaleur, du dt égale mu d2u sur dx2, elle se traduit par une égalité entre deux séries de Fourier. La série de Fourier en haut, somme des ck de x 2i k pi exponentielle 2i k pi t, et la série de Fourier juste en dessous, qui dit que donc mu fois la somme sur k des ck secondes de x exponentielle de zi pi k t. On a affaire à deux séries de Fourier. Deux séries de Fourier, c'est deux développements dans une base. Vous savez, quand vous avez deux développements dans une base, comme c'est une base, les composantes sont uniques. Donc on peut identifier les termes en bleu là. D'accord ? On peut les identifier. Et donc on a simplement que mu ck seconde de x qui est égal à 2i k pi ck de x. Et ceci quel que soit k. Donc ça nous donne une infinité d'équations différentielles ordinaires, au lieu d'avoir une équation aux dérivées partielles. Vous voyez, une équation aux dérivées partielles, en fait, ça correspond à une infinité d'équations différentielles ordinaires, pour chacun des modes de Fourier. Et j'obtiens quoi ? Cette équation différentielle, j'écris comme ceci, mu y seconde égale 2i k pi y, ou y seconde égale 2i k pi sur mu y, eh bien l'équation caractéristique, elle est bien connue. L'équation caractéristique, c'est r carré égale 2i k pi sur mu, pour k dans z. Alors il faut que je prenne les racines de ce truc-là. Il faut que je fasse très 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 attention. Là, parce que k il peut être positif ou négatif. Et puis il y a 2i. Donc il faut prendre les racines de 2i. Pas le carré de 2i. Les racines de 2i. Donc il faut que je prenne un nombre complexe tel que sa racine, tel que son carré, par exemple, soit 2i. Il y en a un sous la main. Alors je vais un peu rapide là, mais bon, c'est une astuce assez simple. 1 plus i au carré, quand vous développez, ça fait 1 plus le double produit, plus i au carré, ça fait 2i. Donc 1 plus i au carré, ça fait 2i. Bon, alors après, je peux trouver assez facilement les racines carrées avec ça.
en effet, je peux dire que pour avoir R2 égale 2ik pi sur mu, il suffit d'écrire que R, c'est plus ou moins 1 plus i fois racine de k pi sur mu. En tout cas, lorsque k est positif. Quand vous élevez au carré la racine, ça vous vient de k pi sur mu. Et quand vous élevez au carré le plus ou moins 1 plus i, d'accord, ça donne exactement 2i. Donc c'est bon. J'ai bien trouvé les deux racines de 1 plus i, de 2i k pi sur mu lorsque k était positif. Là, ça me donne dans ce cas des solutions d'équations différentielles qui sont suivantes. ck de x, c'est ak exponentielle de x 1 plus i racine de k pi sur mu plus bk exponentielle de moins x 1 plus i racine de k pi sur mu. Bien. Alors, je vais expliquer ce qui est colorié après là. Je suis en playback comme vous l'avez remarqué. J'ai corrigé quelques coquilles que j'avais fait pendant la séance, nota bene. Bon. Pour k égale 0, qu'est-ce qui se passe? Pour k égale 0, c seconde égale 0, ça veut dire que c0 de x c'est égal à ax plus b. D'accord? A0x plus b0. Puis enfin, quand k est négatif, là, l'équation c'est y seconde égale moins 2i fois valeur absolue de k pi sur mu y. Hein? Parce que quand k est négatif, est égal à moins sa valeur absolue. Donc là, il faut que je trouve une racine de moins 2i. Alors, avec la même astuce, je remarque que 1 moins i au carré, c'est moins 2i. Donc, l'équation caractéristique, elle a les deux racines suivantes, plus ou moins 1 moins i, racine de k pi sur mu. D'accord? Voilà. Maintenant, quelles sont les solutions que j'obtiens? Ici, j'obtiens ck de x égale ak exponentielle de 1 moins i racine de valeur absolue de k pi sur mu x plus bk exponentielle de moins 1 moins i racine de valeur absolue de k pi sur mu x. Maintenant, ça a l'air compliqué tout ça, mais je vais regarder de plus près. Je prends mes lunettes et je scrute. Et je regarde par exemple, il y a des termes en rouge là, hein, vous voyez, dans lesquels je regarde les nombres complexes, les exponentiels complexes, je sépare la partie module de la partie argument. C'est-à-dire, je mets un nombre complexe sous la forme ρ exponentielle iθ. Alors, le module ici, c'est exponentiel d'un nombre réel, vous voyez. Parce qu'un nombre réel ici, exponentiel d'un nombre réel, c'est un réel positif, ça sera le module. Puis là, à côté, j'aurai exponentiel de moins i x racine de l'absolu de k pi sur mu. Ça, c'est quelque chose qui est de module 1, qui tourne. C'est de module 1, c'est pas méchant. Par contre, la partie en rouge, là, vous remarquez que lorsque x tend vers l'infini, elle a le mauvais goût de tendre vers l'infini. Alors ça, c'est pas physique. Parce que la température de fond de la Terre, peut-être qu'elle est élevée. En l'occurrence, il y a effectivement des réactions nucléaires, je crois, au centre de la Terre. Enfin, je ne suis pas spécialiste. Enfin, elle n'est pas infinie. Et puis mon modèle, là, il s'intéresse à la diffusion de la chaleur. Donc la diffusion de la chaleur, a priori, on n'a pas tenu compte des phénomènes thermonucléaires ici. Donc dans mon phénomène, c'est juste la diffusion que je modélise. Il n'y a pas de raison que la température tende vers l'infini. Donc ces termes, ils ne sont tout simplement pas physiques. Mathématiquement, ils existent, mais ils ne sont pas physiques. Donc comme ils ne sont pas physiques, et que moi je m'intéresse à un phénomène physique, je vais prendre les coefficients nuls. D'accord ? C'est un peu lorsque vous avez par exemple une équation de second degré pour trouver la masse d'un corps, et puis vous trouvez deux solutions, une positive, une négative. Celle qui est négative, vous la rejetez, la masse n'est pas négative. Là c'est pareil, il y a quelque chose qui n'est pas physique, je ne le prends pas. Donc ça veut dire que les AK, je vais les prendre nuls ici. Je n'ai pas le problème pour les BK, parce que les BK, vous voyez, c'est exponentiel de moins x racine de k pi sur mu. Et ça ne tend pas vers l'infini, ça tend vers 0 à l'infini. Donc ça c'est bon. Et c'est le même phénomène pour les, si je reviens en arrière, pour les cas positifs. Il y a aussi le premier des termes là, vous aurez exponentielle de x racine de k pi sur mu dedans, qui tend vers l'infini. C'est pas possible, on le vire. Donc tous les AK sont nuls. Et même pour k égale 0, A0x, quand x tend vers l'infini, ça tend vers l'infini. C'est pas réaliste. Je ne peux pas avoir des températures qui tendent vers l'infini quand je descends en profondeur. Surtout qu'ici, je n'ai pas de source de chaleur a priori. La seule
Chose que j'ai, c'est la chaleur à la surface qui va diffuser, mais il n'y a pas de raison que que la température tende vers l'infini. Donc tous les AK sont nuls. Ça simplifie énormément les calculs. Voilà ce qui reste finalement. Quand j'enlève tous les termes AK, il ne reste plus que des BK. Il va rester U de xt, c'est la somme pour les K positifs de cette expression, exponentielle de moins x racine de K pi sur B, moins ix racine de K pi sur mu, exponentielle de 2i pi kt. Voilà. Et les K négatifs, BK exponentielle de moins x racine de module de K pi sur mu, exponentielle de plus, là il y avait, c'était 1 moins i la racine, donc moins 1 moins i, ça fait moins 1 plus ix racine de valeur absolue de K pi sur mu, exponentielle de 2i pi kt. Ceux qui étaient là ce matin, ils ont vu que c'est là que je me suis viandé. Hein, bon. Eh bien, voilà. Le terme k égale 0, il est contenu là-dedans, hein, parce que vous voyez, si vous faites k égale 0, ben, les exponentielles deviennent des constantes égales à 1. Donc ça, on obtient bien un terme B0 exponentielle 2i 0t, donc une constante. Donc ici, je tiens compte du cas nul aussi. Après, normalement, dans l'énoncé, il y avait marqué vérifier la congruence des séries. Alors, c'était une époque où il y avait quand même des matheux qui le faisaient, cette UE. Donc, bon, je vais l'esquisser, cette démonstration. Hein, l'esquisser. Il ne faudra pas me demander les détails. Mais enfin, ceux qui ont envie de creuser, ils pourront. Voilà. Donc, pour voir que la série converge, j'ai montré qu'elle converge absolument pour tous les x positifs. En effet, je regarde le module du terme général. C'est ça pour voir si on a une convergence absolue, on regarde le module du terme général. Le module du terme général sera module de BK, exponentielle de moins x racine de K pi sur mu. Le reste, c'est des exponentielles complexes, exponentielle i quelque chose. Exponentielle de i quelque chose, c'est de module 1. Alors ça, si x est égal à 0, c'est pas bon. Ça vaudra 1, cette exponentielle. Mais je vais prendre x strictement positif. Et alors si je prends un x par exemple plus grand qu'un delta positif, fixé, eh bien je vais pouvoir contrôler tous les exponentiels de moins x racine de K pi sur mu par exponentielle de moins delta racine de K pi sur mu. D'accord ? Ben parce que pour majorer une exponentielle négative, il suffit que je minore ce qu'il y a à l'intérieur. Bon. Alors, et à ce moment-là, exponentielle de moins delta K pi sur mu, ben ça, comme c'est une exponentielle qui a une racine de K dedans, c'est une série, c'est une suite qui tend beaucoup plus vite que 1 sur K2 vers 0. C'est-à-dire qu'en fait, elle est négligeable devant 1 sur K2. C'est un critère de comparaison des fonctions puissance aux exponentielles. Pour voir que c'est négligeable, vous faites le rapport, et ça vous donne exactement le produit K carré par exponentielle de moins delta racine de K pi sur mu. Et K puissance, n'importe quoi, fois exponentielle de moins quelque chose fois racine de K, ça tend vers 0. Donc ça veut bien dire que cette fonction de K est négligeable devant 1 sur K2. Ça suffit pour démontrer la convergence de la série de termes général exponentielle de moins delta racine de K pi sur mu. D'accord ? Ce delta, il n'est pas beau, je vais le recommencer. Les lettres grecques méritent un peu de respect. Voilà. Bon, pas beaucoup mieux, mais enfin ça ne fait rien, j'ai essayé. Bon, si de plus, j'arrive à montrer que BK est majoré par une constante, eh bien le terme général de la série sera majoré, sera dominé plutôt, sera même négligeable devant constante sur K2. Et par le critère de domination ou de comparaison, on a une série qui sera convergente. Et comme ça c'est vrai, quel que soit delta, delta étant arbitraire, pour chaque x positif, je pourrais trouver un petit delta en dessous, tel que le raisonnement que je viens de faire s'applique. Donc j'aurai une convergence absolue pour tous les x positifs. Et j'ai même, pour les spécialistes, une convergence uniforme dans n'importe quel domaine de la forme x supérieur ou égal à delta, delta fixé. Mais là, je déborde largement ce que je vais vous demander à l'examen. Donc c'est un peu pour les initiés. Et là aussi, j'ai mis un petit truc en tout petit pour ceux qui veulent creuser. Pour montrer que les coefficients de Fourier BK sont majorés par une constante, il faut remarquer que BK, c'est justement F chapeau de K, où F est la température à la surface.
quand je prends x égale 0. Quand je prends x égale 0, vous voyez, ici dans la série, quand je prends x égale 0, il va rester, quand je prends x égale 0, il va rester exactement le terme somme de bk exponentielle de zi pi kt pour tous les cas dans z. Donc bk, c'est juste les coefficients de Fourier de la température à la surface U de 0 de t. Eh bien, ce que je dis, et ce que vous pouvez démontrer, c'est un petit exercice que je laisse pour les étudiants courageux, vaillants et rigoureux, que, en fait, bk, en valeur absolue, c'est majoré par le sup de f de t sur une année. C'est majoré par la température maximum dans l'année. D'accord? Et ça, c'est borné. Donc bk est majoré par une constante. Donc ma série, en fait, a un terme général qui est infiniment plus petit que constante sur k au carré, pour chaque x positif. La constante dépend de x, nota bene, parce que le delta ici, plus on se rapproche de la surface, plus il va être petit. Mais bon, ça suffit pour avoir la convergence. Je ne sais pas si vous avez apprécié cette partie, mais c'est pas grave sinon. C'est secondaire par rapport aux objectifs d'un ingénieur ou d'un mécanicien. Donc je repars ici. Alors, je pars à la question 3. Je me donne maintenant la température à la surface, x égale 0. Et je me dis qu'elle est égale à une température moyenne plus une amplitude fois un sinus. C'est-à-dire on a une température qui oscille comme ça, vous voyez, tout simplement, autour d'une température moyenne avec une amplitude de A. Bon, à Montpellier, par exemple, vous pourriez dire la température moyenne, ça serait 15 degrés, l'amplitude 15. Donc, moralement, au maximum, on aurait 30, au minimum 0, quoi. Bon, grosso modo. Ok? On aurait 30 au plus fort de l'été, 0 au plus fort de l'hiver. Et puis, voilà. Bon, bah, c'est ça. On simplifie, bien sûr. Voilà. Bien, et puis T0, c'est un déphasage parce que vous savez que la température maximale, c'est pas le 19 juin ou le 21 juin pendant le solstice. C'est décalé. C'est pareil, le plus froid de l'année, c'est pas le 25 décembre, c'est décalé. Donc voilà, c'est pour tenir compte de ce déphasage. À partir de là, on peut faire tous les calculs très rapidement. On a une formule pour U de xt qu'on a eu bien du mal à trouver tout à l'heure, et je l'ai écrit sous forme synthétique. C'est somme sur k dans z des bk exponentielle de moins x racine de k pi sur mu, moins i fois la fonction signe de k, c'est-à-dire ça vaut plus 1 lorsque k est positif, moins 1 lorsque k est négatif, x racine de k pi sur mu exponentielle de zi pi kt. Cette expression synthétique marche à la fois pour k positif et k négatif, parce qu'il y a le plus et le moins qui arrivent ici grâce à la fonction signe. D'accord? Petite astuce, la fonction signe. Voilà. Alors pour x égale 0, qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, pour x égale 0, tout ça va disparaître, il va rester simplement somme des bk exponentielle de zi pi kt. Le développement de Fourier de f. Mais, d'autre part, f est donné comme étant t moyenne plus a sinus 2pi t moins t0. Et c'est là que l'étudiant bourrin peut calculer. Il peut calculer. Et il va trouver tous les bk en faisant les coefficients de Fourier de f. Mais, si au lieu de calculer, pour une fois, il regardait, ça lui éviterait beaucoup de travail. Parce que, en fait, d'une façon déguisée, t moyen plus a sinus de pi t moins t0, c'est en fait un développement de Fourier. Je m'explique. Le terme constant, là, t moyen, ça correspondra au terme b0 au-dessus, parce que c'est le seul terme constant. Si vous faites k égale 0, vous aurez b0. Et après, vous aurez b1 fois exponentielle 2i pi t plus b2 exponentielle 4 i pi t, etc. Et puis les termes négatifs. Mais le terme constant, b0, c'est t moyen. Et c'est exactement la valeur moyenne de f. Ça vous paraît pas clair? Eh bien, je vais le revoir autrement. Et ça vous paraîtra peut-être plus clair, là. Si vous regardez f de t comme t moyen, et au lieu d'écrire a fois sinus, je vais écrire sous forme exponentielle mon sinus. Donc exponentielle de 2i pi t moins t0 moins exponentielle de moins 2i pi t moins t0 sur 2i. C'est comme ça qu'on écrit sinus θ. Exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ sur 2i. Bon, et bien là,
vous voyez qu'on a trois termes en fait. On a le terme t moyen, après on a le terme facteur de exponentielle de 2i pi t. Et qu'est-ce qu'il y a facteur de 2i pi t? Il y a exactement a exponentielle moins 2i pi t0 sur 2i. Et puis encore un troisième terme qui sera facteur de exponentielle de moins 2i pi t. Ça sera moins a sur 2i exponentielle de 2i pi t0. Là, il y a moins par moins donne plus dans l'exposant de t moins t0. N'est-ce pas? Ici, vous voyez, vous avez moins 2i pi t moins t0. Donc, ça fait 2i pi t0, facteur d'exponentielle moins 2i pi t. Donc, vous avez bien trois termes. Un facteur d'une constante, ce sera b0, facteur de 1. Un autre terme, facteur de exponentielle 2i pi t. Ça, c'est la composante sur la fonction exponentielle 2i pi kt pour k égale 1. Donc, c'est exactement b1. C'est la coordonnée sur cette fonction de base. Et là, exponentielle moins 2i pi t, c'est k égale moins 1. En face, vous avez la coordonnée sur la fonction exponentielle moins 2i pi t, ou exponentielle 2i pi kt pour k égale moins 1. Ça, c'est b-1. Donc, en fait, vous connaissez directement b0, b1, b-1. Et les autres termes, pour k plus grand que 2, il n'y en a pas. Il n'y a pas de termes. En fait, cette série infinie, elle n'a que trois termes là. Dans ce cas particulier, la série, en fait, c'est une somme de trois termes. Terme de k égale 0, terme pour k égale 1, terme pour k égale moins 1. Tous les autres cas, à partir de 2, ou en dessous de moins 2, ils sont nuls. Alors voilà, la solution est donc très simple. On peut l'écrire complètement, la température dans le sol, c'est T moyen plus A sur 2i exponentielle moins 2i pi T0 exponentielle 2i pi T exponentielle de moins x racine de pi sur mu moins i x racine de pi sur mu. Puis l'autre terme, B-1 moins A sur 2i exponentielle de 2i pi T0 exponentielle de moins 2i pi T exponentielle de moins x racine de pi sur mu plus ix racine de pi sur mu. Ok, ça a l'air compliqué là encore. Mais là encore, si je prends mes lunettes et que je regarde un petit peu de loin l'écran, je vois que j'ai la température moyenne et puis j'ai deux termes qui sont complexes conjugués là. Vous voyez? Les exponentielles complexes, à chaque fois, elles changent de signe. Et la seule chose qui ne change pas de signe, c'est exponentielle de moins x racine de pi sur mu. Ça, c'est un réel. Donc, il peut sortir. Et le a aussi, qui est une amplitude réelle, donc elle sort. Donc, je vais avoir a exponentielle moins x racine de pi sur mu. Puis là, j'aurai exponentielle de i quelque chose, moins exponentielle de moins i quelque chose sur 2i. Et bien ça, c'est le sinus du quelque chose. Et le quelque chose, c'est quoi? C'est tout ce qui a un facteur de i. Donc j'aurai 2pi t moins t0, moins x racine de pi sur mu. Donc voilà ma formule, voilà ma température à la profondeur x, que j'ai pu calculer complètement. Voilà. Donc, on s'aperçoit qu'elle a une forme assez simple. Si je regarde par rapport à la surface, T moyen plus A sinus, là j'ai T moyen plus A fois un terme d'amortissement qui va être exponentiel dans la profondeur, exponentielle de x racine de pi sur mu. Et puis j'aurai un déphasage aussi avec la profondeur. Donc la température, quand je descends, elle s'amortit, elle se déphase. Donc maintenant, la question 4 est très simple, je vais trouver une profondeur idéale telle que la température soit en opposition de phase avec la fonction, la température à la surface. Évidemment, je ne veux pas creuser ma cave à 1000 mètres de profondeur, donc je vais prendre la première, le x le plus petit qui va convenir. Pour prendre le x qui va obtenir un déphasage tel qu'on soit en opposition de phase, c'est-à-dire que lorsque j'ai plus 1 dans un cas, je dois avoir moins 1 dans l'autre. D'accord? Donc ça veut dire que les deux phases doivent être décalées de pi. Donc il faut que ce qu'il y a dans le sinus, ça change de façon à être opposé. Et donc il faut que le x étoile racine de pi sur mu soit égal à pi. Ça donne simplement l'équation. Donc x étoile racine de pi sur mu égale pi. Si je fais passer le racine mu de l'autre côté et que je divise par racine de pi, ça fait x étoile égale pi mu. Voilà. D'accord? Bon, c'est la profondeur de la cave idéale, si je puis dire. Alors, si on regarde les paramètres dans le sol
de la région de Champagne, je crois, on trouve à peu près exactement l'altitude la profondeur des caves de Champagne. Je crois quelques mètres, hein, dans la craie. Voilà. Bon, il faut connaître le mu, bien sûr. Mais bon. Alors, ce qu'on va regarder aussi, c'est si on fait un dessin, pour regarder la température à la surface ici, j'ai tracé comme une sinusoïde ici, eh bien à la profondeur x étoile, on aura une atténuation qui sera égale au facteur exponentiel devant l'amplitude, qui vaut exactement moins x étoile racine de pi sur mu. Et comme x étoile racine de pi sur mu, ça vaut justement pi, l'atténuation c'est exponentielle moins pi. Exponentielle moins pi, E c'est à peu près 3, pi c'est à peu près 3, ça fait 1 sur 3 au cube, 1 sur 27. Si vous regardez, c'est à peu près 1,25, c'est 4%, grosso modo. Vous voyez la calculatrice, c'est ça. Donc c'est-à-dire que les fluctuations de température autour de la température moyenne, elles sont pratiquement disparues. Parce que 4%, ça fait 4 degrés pour 100 degrés, mais si vous regardez une fluctuation classique, mettons de 15 degrés, d'accord, ça fait 0,6 degrés en plus ou en moins l'été et l'hiver. 0,04 fois 15, ça va faire 0,6. Donc ça veut dire que votre cave, elle a une température pratiquement constante, elle varie. Mettons au plus fort de l'hiver, elle sera un peu plus chaude, de 0,6, que la température moyenne. Et au plus fort de l'été, elle sera un peu plus froide, de 0,6 degrés Celsius. On peut dire que c'est une bonne cave. Et là encore, je dirais que c'est l'heure de l'apéritif. Et donc, je vous laisse et je vous remercie pour votre assiduité. On a fait tout ce que je voulais faire. On a fait exactement la même chose qu'en temps normal. Peut-être qu'en temps normal, je fais plus de digressions sur la convergence des séries, mais je ne vous embêterai pas là-dessus à l'examen. Je vous le promets. Voilà. Bien. Écoutez, je vous souhaite une bonne période et n'hésitez pas à m'envoyer des emails s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Au revoir.